Vendredi matin, vous vous présentez au travail, puis à peine arrivé sur place, vous êtes interpellé par une jeune personne qui tenait absolument à vous remettre sa candidature en main propre. Et vous dit à quel point elle rêve de venir travailler pour votre entreprise. En chemin vers votre bureau, vous allez prendre des nouvelles du petit nouveau, et on vous confirme qu'encore une fois, vous avez recruté une superstar. Ils ont même déjà référé 2 amis pour venir travailler chez vous. Dans votre boîte de courriel, 3 candidatures spontanées, et ce, même si vous avez cessé d'afficher vos postes à l'externe depuis déjà plusieurs mois. Dans votre boîte vocale, 2 messages de candidats qui réitèrent leur intérêt à venir travailler chez vous. Sur votre table, une carte de remerciement avec une boîte de chocolat provenant d'un candidat reçu en entrevue plus tôt cette semaine. Ça ressemble-tu à ça? Non. 1980. Ouais. On est plus dans ce style-là. Genre, on embauche pas mal n'importe qui se présente. Hein? Il y a même une étude publiée par Léger en 2022 qui mentionne que 64 des jeunes qui disent que leur employeur dépend plus d'eux autres que le contraire. On est rendu là. Qui m'a déjà vu en conférence ici? Levez la main. Eh mon Dieu! Il ne vous laisse pas sortir souvent? Comme on vous l'a dit, je suis conférencier international. Je donne des conférences à Marrakech, Riviera Maya, Maniwaki. Auteur de 10 ouvrages traduits en 4 langues. Ce n'est pas que je veux me vanter, mais à peine 1 an pour avoir eu le poste que je méritais. Directeur des opérations pour une grosse imprimée commerciale. J'ai été couronné le king du taux de roulement. Ouais, dans un de mes départements, j'ai perdu 2/3 de mon équipe en 1 an. C'était moi le champion. Et juste comme je commençais à mettre les choses en place, mon patron a décidé de me nommer directeur de la qualité. C'est une imprimerie. On imprime en couleur. Je suis daltonien. Pas besoin de vous dire, il fallait que je trouve des moyens pour arrêter de perdre les gens rapidement, surtout que la philosophie du grand patron chez nous, c'était quand un employé fait une erreur, on passe par-dessus. Quand il en fait une deuxième, on y passe dessus. Donc, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux meilleures pratiques en gestion des ressources humaines. Et donc, les trucs que j'ai utilisés pour finalement réduire mon taux de roulement de 50 %. Et depuis 16 ans, j'ai accompagné environ 35 000 gestionnaires à faire face à leurs défis en gestion des ressources humaines. Pour qu'un employé soit mobilisé, il faut qu'il soit le héros de son aventure professionnelle. Comment on va faire ça? Bien, c'est simple, on va s'inspirer de la trame narrative de plein d'histoires que vous avez déjà vues dans des livres, dans des films. Qui a déjà vu le film Le jour de la marmotte? Groundhog Day. C'est bon, merci. Bon, pour les autres incultes, là. Faites-vous-en pas, je vais résumer l'histoire vite, puis de toute façon, vous allez voir, c'est la même trame narrative qu'on retrouve dans plein d'autres histoires que vous avez probablement déjà vues. Donc, on a un personnage principal. Il s'appelle Phil. C'est un chroniqueur météo. Un gars arrogant, narcissique, égocentrique. Et il se fait confier une mission, faire un reportage sur le jour de la marmotte. Et là, pour une raison inexpliquée, il va se mettre à revivre la même journée sans arrêt. Hein? Au début, il va trouver ça un petit peu agressant, mais après ça, il va se dire « Je vais me servir de ça pour développer des compétences, pour atteindre mon but qui est de séduire la directrice qui l'accompagne avec lui. Et à la fin, il va devenir un homme transformé, bienveillant et gentil. » Donc, prenons la même logique et on va s'en inspirer pour utiliser ce que j'appelle les 5 piliers de l'engagement. Le premier pilier, c'est la situation. Donc, notre employé, c'est un personnage principal qui arrive avec des qualités et des défauts. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui proposer une vision, une aventure professionnelle. Les gens ne cherchent pas du travail, ils cherchent à vivre des aventures. Donc, on va lui proposer une aventure professionnelle chez nous. Où est-ce qu'on s'en va comme organisation et comment on va s'y rendre? Ensuite, le troisième pilier, c'est l'action. On ne va pas nécessairement le forcer à plus avoir de défauts, mais on va travailler plus sur ses qualités, développer les compétences qui existent déjà, bâtir sur ses forces pour finalement avoir la chance de donner de l'appréciation et de la reconnaissance. Et finalement, à la fin de l'histoire, bien, on arrive au 5e pilier qui est celui de l'aspiration, c'est-à-dire que l'employé va devenir la meilleure version de lui-même. Supposons que vous avez 100 $ à investir et que je vous propose de me confier votre 100 $ et qu'à la fin de l'année, je vous redonne votre 100 $ pour un retour sur investissement de 0 %. Est-ce que j'ai des intéressés? Non? Il y en a qui ont fait pas mal moins que ça l'année passée en bourse. Hein? Alors peut-être que vous vous dites, OK Stéphane, si j'allais voir ailleurs, peut-être qu'en échange de mon 100 $, je pourrais recevoir 110, un retour sur investissement de 10 %. Et là, je vous parle d'investissement
Parce que sur le marché du travail, les employés raisonnent de la même façon. Les gens veulent maximiser le retour sur leur investissement au travail. Tu sais, quand je parle de l'employé roi dans mon nouveau livre, c'est pas que, oui, il faut placer l'employé évidemment au cœur de nos priorités, ça c'est clair, mais vous avez compris que c'est un jeu de mots sur l'acronyme ROI, Return on Investment. Donc, comment, comme entreprise, comme gestionnaire, je peux maximiser le retour sur l'investissement de mes employés pour les inciter à s'investir davantage? Parce que, allez voir ailleurs, ce n'est pas tout le monde qui va faire ça. Hein, ce n'est pas tous les employés qui vont se donner le trouble de dire, bien, de quitter un emploi et d'aller en chercher un autre parce qu'ils sont confortables où est-ce qu'ils sont. Fait que l'autre option, c'est quoi? C'est de se désengager. Ça veut dire d'en faire un petit peu moins, un petit 10 de moins. Il n'y a pas personne qui va s'en rendre compte. Et je continue à profiter des mêmes avantages que l'entreprise me donne actuellement. Puis là, ce qui est triste, c'est que le retour sur investissement vient de monter à 11 Ça, c'est quand le monde se met ça à prendre notre travail à l'heure au lieu de prendre ça à cœur. L'autre option, c'est quoi? Celle qu'on veut, évidemment, c'est d'inciter les gens à s'investir davantage. Puis là, ce n'est pas sortir le fouet, ce n'est pas les forcer, c'est de mettre en place les conditions favorables qui vont faire que naturellement, les gens vont vouloir s'investir. On appelle ça la motivation, l'engagement intrinsèque. Ça va venir d'eux autres. Ce job-là répond tellement à mes besoins, c'est tellement cool de travailler ici que naturellement, les gens vont s'investir davantage, vont avoir le goût de s'engager plus. Donc, ce n'est pas à nous autres d'attendre que la personne s'investisse et de la récompenser, c'est à nous autres de mettre en place les conditions qui vont stimuler cet engagement-là. La Fédération canadienne d'entreprises indépendantes a publié une étude absolument fascinante en décembre 2018 qui montre que d'un côté, on a 67 des gestionnaires qui disent que leurs employés ne répondent pas à leurs attentes. Et dans la même étude, on a 55 des employés qui disent que leur patron ne répond pas à leurs attentes. Fait que si on additionne ça, ça fait quoi? 122 d'insatisfaction? C'est beaucoup. Tu sais, dans ta vie, là, quand ton partenaire répond seulement à 33 ou 45 de tes attentes, qu'est-ce que tu fais? Swipe à gauche? Ou tu manges du chocolat? Ou tu sous-contractes? Il y a une vingtaine de raisons pour lesquelles les gens choisissent un travail satisfaisant. Je vous en présente 4, puis je vais vous demander d'identifier, d'après vous autres, c'est laquelle qui arrive au premier rang. Quand on demande aux gens, c'est quoi la réponse, c'est quoi qui te stimule le plus, c'est quoi qui, pour toi, un travail qui est le plus satisfaisant? Est-ce que c'est la rémunération? Est-ce que c'est des tâches qui correspondent à mes habiletés? Est-ce que c'est un horaire adapté ou des valeurs partagées? Donc, je vais vous demander de lever la main, d'après vous autres, quand on demande aux gens, qu'est-ce que tu recherches dans un travail satisfaisant? Quels sont ceux qui pensent que la réponse numéro 1, c'est la rémunération, le salaire? OK. Quels sont ceux qui pensent que c'est d'avoir des tâches qui correspondent à mes habiletés? Vous avez compris que ça va avoir à voter à un moment donné, hein? Bon, parce que si tu me vois, je te vois aussi. Hein? Qui pensent que c'est un horaire adapté? Merci. Et qui pensent que c'est des valeurs partagées? OK, une majorité valeurs partagées. Donc, ce que je vous présente, ça vient de l'enquête Enviable. L'enquête Enviable, c'est un test que j'ai créé qui est en ligne. Ça prend 3-4 minutes pour demander aux gens justement de prioriser c'est quoi leurs attentes pour un travail satisfaisant. On a à peu près 2800 répondants à l'heure actuelle sur un profil public. L'adresse enviab.ca, si jamais ça vous tente d'aller faire un tour. Et donc, ce que je vous présente, ça vient de ces 2800 profils publics-là. Donc, au troisième rang, on a des tâches qui correspondent à mes habiletés. Donc, désolé pour ceux qui avaient choisi celui-là. Vous n'êtes quand même pas dans le champ. Je vous rappelle qu'il y a une vingtaine de raisons, et ça arrive au troisième rang. Je vous demandais c'est laquelle qui était numéro 1, mais quand même, ça fait du sens de dire que d'avoir des tâches qui correspondent à mes habiletés, les gens recherchent ça. Deuxième rang, des valeurs adaptées, valeurs partagées. Alors, désolé pour la majorité qui avait choisi ça. Et donc, au premier rang, on a... Vous avez eu peur? Oui, l'horaire adapté. En fait, la rémunération arrive au 13e rang. Il y a seulement 3 des gens qui nous disent que la rémunération, c'est la principale raison pour laquelle leur travail est satisfaisant. Puis là, ce qui est cool, c'est qu'on peut s'amuser à décomposer ça avec les générations. Hein? Est-ce qu'il y a des différences générationnelles? Alors, vous avez ici les réponses. Baby Boomer, génération X. Vous avez le top 5 de leurs valeurs, de leurs attentes pour un travail satisfaisant. Fait qu'on a valeurs partagées, localisation géographique, adéquation aux habiletés, encadrement du faiseur, horaire adapté pour les boomers. Puis les X, on a les 5 mêmes sur une liste de 20. Ils sont dans un ordre différent, mais c'est les 5 mêmes. Quand on va sur les nouvelles générations maintenant, oh!
Alors, on a horaire adapté qui arrive au premier rang. On a possibilité d'avancement qui arrive dans le décor. On a formation, on a stabilité d'emploi, puis on a rémunération. Alors, quand vous regardez ça, c'est quoi votre réaction? Qu'est-ce qui vous surprend là-dedans? Oui? Pardon? Oui. En fait, il y a seulement 6 des aides qui ont mis la rémunération comme premier choix. Mais c'est vrai, c'est une bonne remarque de voir qu'il est là. Oui? La valeur partagée vient de disparaître. Oui, les valeurs ont pris le bord. Hein? Puis, c'est une très bonne remarque. Puis, en fait, on a posé la question plus loin, parce qu'à chaque année, je fais une enquête sur la génération Z. L'enquête 2023 va sortir bientôt. Et on leur a posé la question, justement, par rapport aux valeurs, parce que ça nous intriguait un petit peu. Et la question qu'on leur a posée, c'est est-ce que pour toi, c'est plus important d'adhérer à des valeurs partagées ou de respecter les valeurs des individus de l'organisation? Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit? 92 nous ont dit que ce qui est plus important de respecter l'individualité de chacun que de forcer des valeurs communes. Autre observation? Pardon? La formation, oui. C'est normal, hein, parce que tu sors d'école, génération Z, là, 95 et après, les plus vieux ont 23 ans à peu près, 28 ans. Donc, c'est normal que tu t'attendes à recevoir de la formation dans ton travail. Tu as passé une grande partie de ta vie à apprendre des choses. D'autres choses? Oui? Oui, très bonne observation. Stabilité d'emploi, qu'est-ce que ça fait là, Stéphane? Hein? Fait qu'on leur a posé aussi la question, parce que les gestionnaires me disent la même chose que toi, on a l'impression qu'ils se tannent vite. Puis quand ils nous disent stabilité d'emploi, ce n'est pas qu'ils veulent toujours faire la même chose, mais eux autres, ils raisonnent en termes de stabilité d'employabilité. Donc, est-ce que cette job-là me permet de continuer de développer mon employabilité pour le futur? Donc, stabilité d'employabilité, c'est comme ça qu'il faut voir ça. Fait qu'évidemment, on ne veut pas non plus mettre tout le monde dans le même panier et faire des grandes généralisations parce que les différences, des fois, sont plus individuelles que générationnelles.